Mercredi 3 octobre 2018, messieurs, dames, bonsoir. Et ravi de vous retrouver pour ces 19h45 de la télévision Labari. Présentation du rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse la conjoncture économique africaine dénommée Africa Pulse. Rapport dans lequel le Niger enregistre une performance économique de 5% en cette année. Ismaël Moumouni et Ibrahim Aoudou. De croissance moyenne de l'ordre de 2,7% en 2018, soit une légère augmentation par rapport aux 2,3% de l'année dernière. C'est ce qui ressort du rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse la conjoncture économique africaine. Ce taux témoigne ainsi une lenteur de croissance. Rien que pour le premier trimestre de l'année 2018, les pays africains ont émis plus de bons, des eurobonds, que pour toute l'année 2017 combinée. Donc, ce changement dans la composition du portefeuille entraîne de nouveaux risques que nos pays doivent s'équiper pour gérer. Le cinquième et dernier message que cette édition de Africa Pulse apporte, c'est que la faiblesse de la productivité en Afrique, dont nous avons souvent parlé, peut s'expliquer par une mauvaise utilisation des ressources et plus précisément du capital humain. C'est à travers une vidéoconférence que les participants ont échangé sur ce rapport qui parle de 5% de la performance économique du Niger. Le Niger, effectivement, est parmi les pays qui vont, comme on pense, va rebondir en 2018 avec une croissance autour de 5%, aidée en partie, n'est-ce pas, par des investissements et des exportations. Donc ça confirme de manière générale le point que nous faisons dans le rapport concernant cette performance relativement solide dans l'UEMOA. C'est une performance relativement stable et solide dans la plupart des pays de l'UEMOA. Et contrairement aux autres pays exportateurs de métaux, le Niger, effectivement, est un pays où la croissance est restée relativement robuste en 2018. Mais comparé à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est encore légèrement en dessous des taux de croissance établis dans ces pays-là. Mais d'une manière générale, le Niger semble avoir répondu positivement aux défis que le pays a confrontés en 2017. Malgré une performance économique plus solide dans l'espace UEMOA, la croissance de l'Afrique subsaharienne sera plus lente que prévu. D'où la nécessité de diversifier les investissements pour créer des emplois et améliorer le rendement des entreprises et des travailleurs. Économie, parlons-en avec ces reportages qui fait état de fait de manque de petites monnaies qui circulent dans le commerce et qui constituent du coup un casse-tête pour les clients et le revendeur. Ariata Salah. Ce vieux âgé de 60 ans est à la recherche de monnaie depuis une trentaine de minutes. C'est ce calvaire de manque de monnaie que vivent depuis un certain temps la population nigérienne en général et les revendeurs en particulier. La monnaie est cet instrument de paiement que nous utilisons tous les jours. Son manque dans la circulation provoque une contraction de l'activité économique. On a ce problème de monnaie. Et moi, plusieurs fois, quand on se rend au niveau des stations, même au niveau des stations de vente d'essence, on est confronté à ces problèmes. Tu vas voir, tu viens avec 5 000, tu veux prendre 1 000 francs d'essence, on te fait comprendre qu'il n'y a pas de monnaie. Ça, c'est vraiment choquant. Nous qui faisons du chap-chap, nous avons tous les problèmes du monde pour avoir la monnaie. Et c'est surtout la monnaie de 500 qui est dure à avoir. Le manque de monnaie est un vrai calvaire pour nous. Des fois, nous sommes même obligés de laisser partir un client. Avec les petits commerces, s'il n'y a pas de monnaie, il y a des avantages qu'ils perdent.
Donc, peut-être c'est de trouver des moyens pour qu'ils puissent avoir ce genre de monnaie, même si c'est avec les banques, leur faciliter, même s'ils passent avec leurs 10 000, quelque chose comme ça, de leur faire le plus facilement les monnaies. L'économiste Soli Abdoulaye tente d'expliquer ce qui est à la base de la baisse de la quantité de monnaie en circulation. Il faut qu'il y ait des gens qui vont donner de l'argent et des gens qui vont dépenser cet argent. Or, il se trouve que dans notre pays, présentement, qu'il y a des difficultés, effectivement, par rapport au mouvement de la monnaie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les premiers acteurs qui sont les incitateurs de cette monnaie, donc de ce déversement de la monnaie sur l'économie, dans les marchés, ils n'ont pas les moyens. Chaque fois que l'argent quitte le marché, il va à la banque et ne ressort pas. Comment remédier à ce problème de manque de monnaie? L'économiste Soli Abdoulaye répond. À l'État que revient le devoir, n'est-ce pas, par rapport à la dette interne ou intérieure qu'il a, de désintéresser tous ceux-là qui ont fourni des services à l'État, n'est-ce pas, les commerçants, les entrepreneurs et tout. Donc, quand maintenant ces gens-là vont avoir de l'argent, vous allez voir, ils vont distribuer parce que ces gens ont des employés. Et ces gens-là vont désintéresser tout ce beau monde. Et puis maintenant, vous allez voir, l'activité économique va reprendre son envergure. En tout cas, ce problème doit avoir une solution dans l'immédiat pour réduire la sécheresse économique au Niger. Suite à la publication des chiffres sur le nombre d'enfants qui meurent, soit 10 enfants par jour du fait du paludisme, par l'ONG Médecins Sans Frontières MSF, le ministre de la Santé a effectué une visite du terrain à Magaria pour constater du visu. Ce matin, nous l'avons joint au téléphone. Selon Dr Idi Iliassou, le Niger a donné 48 heures à la responsable MSF de quitter le Niger. On l'écoute. Quand nous avons appris cette information, nous avons mobilisé tous nos cadres, nous avons mobilisé le premier responsable de MSF qui est basé à Niamey. Nous sommes venus avec lui, les autorités régionales et départementales, les chefs coutumiers. Nous nous sommes rendus à Magaria pour constater cet état de fait. Donc, nous avons mis en place un comité conjoint, MSF, cadre du ministère. Nous avons procédé à des vérifications. Et par rapport à ce qui a été reporté sur la vidéo, tout est faux. Parce que la bonne dame, elle parlait de 10 décès par jour pendant la période de pic. La période de pic, c'est de juin à septembre, juin, juillet ou septembre. Donc, ce sont ces 4 mois-là, la période de pic. Elle dit à 10 décès par jour. Et le dernier mois, septembre, il y a eu 298 décès, ce qui est archi faux. Quand tu prends de façon globale, le département de Magaria, l'ensemble du département, on a enregistré 75 000 cas de paludisme. Sur les 75 000 cas, nous avons relevé 123 décès. Sur les 123 décès, 5 décès ont été notifiés par MSF Magaria. Donc, ce qui contredit, c'est qu'elle a fait circuler sur la vidéo. Concrètement, est-ce que vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui a poussé les responsables de cette organisation à baisser ces faux chiffres? Bon, les responsables ont décliné toute responsabilité parce que le premier responsable, quand même, c'est le responsable qu'on a pris de Niamey, qui est responsable du MSF. Il a décliné toute responsabilité. Et l'agent a parlé, en tout cas, à son nom. Et c'est ce qui nous a amené à prendre cette décision d'expulser ce méchant. Si l'ONG reconnaît la paternité de cette vidéo, en tout cas, déjà dans les clauses, dans le protocole de partenariat, tout est prévu. Les fonctions ont été prévues. Et vous avez donné 48 heures à cette dame pour quitter le Niger, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Elle a même quitté Magaria depuis 6h30 du matin. Actuellement, elle est à Niamey. Oui, donc pour éviter ce genre de problèmes, quelles sont maintenant les dispositions que vous avez prises sur place pour éviter ce genre d'amalgame? Nous avons interpellé les différentes ONG présentes à Zender, en particulier à Magaria, par rapport au respect du protocole d'accord. Parce qu'il y a un protocole de partenariat qui unit, en tout cas, le ministère de la Santé et toutes ces ONG-là qui nous viennent en appui. Donc, on doit rester dans le cadre de ce protocole. Il y a une collaboration
maximale qui est là, surtout que les structures de crédit là sont sur le territoire du district, qui sont dans le district sanitaire. Et que toutes les informations doivent être centralisées au niveau de l'équipe cadre du district. Et mieux, quand nous avons vérifié, puisque même à Dungas, il y a un autre pays, les mêmes décès, les décès qui ont été répertoriés sur les 4 mois, au nombre de 14, on a retrouvé les mêmes noms à Magaya. Ça veut dire que c'est des données erronées et à l'avenir, on leur a dit de faire un bon reportage des données et nous allons veiller de respecter les textes qui nous unissent dans le cadre de ce protocole de vaccination. La grève des enseignants du SNEX est depuis quelques jours levée. Les étudiants s'en félicitent. Écoutons Arifa Amadou Hassan à ce sujet. Il est le secrétaire général du comité exécutif de l'ONU. Il est au micro de Abdelrazak Léo. Je voudrais d'abord dire que le comité exécutif de l'ONU n'était pas resté bras croisés face à la situation qui a prévalu à l'université, notamment la grève qui a perduré pendant 4 semaines durant au niveau de l'université de Niamey. On a touché des autorités pour leur demander de s'impliquer, certaines autorités de la République, notamment comme le médiateur de la République, pour leur demander de s'impliquer dans la gestion de cette crise afin qu'elles puissent connaître un lendemain meilleur. Et c'était avec une grande joie et satisfaction lorsque nous avions appris l'implication de la CNDH pour faire la médiation entre le gouvernement et le SNEX. C'est que nous voudrions dire, ce mot d'ordre a été suspendu pour faire preuve de bonne foi et du côté du gouvernement et du côté de la CNDH. Là, il y a lieu d'appeler les deux parties à continuer à faire preuve de cette bonne foi, à continuer à faire preuve de cette bonne volonté, cette bonne prédisposition afin de pouvoir trouver une solution définitive par rapport à la réforme qu'on veut introduire à l'université de Niamey. C'est que nous disons, nous savons que oui, dans une institution universitaire comme la nôtre qui connaît d'énormes problèmes, d'énormes difficultés qui l'empêchent d'avancer, il est nécessaire qu'on introduise des réformes de tous les côtés. Mais nous sommes conscients que ces réformes doivent être revues, étudiées avec les membres prenants, les parties prenantes de la communauté universitaire, afin qu'on ne puisse pas se retrouver demain avec un no man's land ou avec un empire qui s'installe. Depuis la suspension de la grève, en tout cas, les activités académiques ont repris de façon plus ou moins progressive. Et c'est tout à fait normal. Après cette interruption de 4 semaines, comme je le disais tantôt, il n'est pas évident qu'à la reprise qu'on soit quand même d'emblée avec toutes les sections, tous les cours, etc. Pour le moment, ce sont les examens de rattrapage ou les examens de première session qui se font pour le compte de l'année 2017-2018. Donc, la rentrée de l'année 2018-2019 n'est pas encore effectuée parce qu'il faudrait qu'on évacue cette année de 2017-2018 pour qu'on fasse la rentrée de 18-19. Et c'est à ça que nous nous attendons, qu'on puisse le plus rapidement possible épurer tous les retards légendaires que connaissent les différentes facultés, qu'on puisse effectuer la rentrée 18-19 et qu'on puisse terminer l'année en bonne et due forme. Instauré depuis quelques jours, le port du casque et de la ceinture de sécurité est toujours respecté. Et pour les citoyens lambda, c'est une très bonne chose. Et aux autorités d'en assurer la continuité. On les écoute. Le port du casque et de la ceinture de sécurité, on pense vraiment que c'est une bonne chose. Parce que, en plus de la sécurisation du conducteur, ça permet aussi à la circulation d'être fluide parce que on a remarqué que depuis qu'on a instauré ce port de casque là, il y a plus de fluidité dans la circulation. Vraiment, on pense que c'est une bonne chose. La ceinture aussi, oui. J'espère que ça continuera parce que nous savons qu'au Niger, les choses, on instaure les choses 2 jours après, on oublie. Et moi, je m'en vais d'abord à remercier le gouvernement d'avoir institué un tel comportement. Et vous n'êtes pas sans le savoir que le gouvernement est rentré dans une logique. La renaissance culturelle passe aussi par le changement de mentalité. Et de l'autre côté, il faut comprendre que le port de casque et la ceinture de sécurité vont dans le sens de la protection des civils ou des citoyens de façon générale. Et c'est une bonne chose dans la mesure où avec le casque, en cas d'accident, vous avez déjà votre tête qui est épargnée. Et la tête, c'est le moteur de la personne.
Et de l'autre côté, la ceinture de sécurité en cas d'accident de voiture aussi. Vous êtes déjà protégé parce que à ce moment, vous ne serez pas projeté par votre voiture et du coup, vous êtes sécurisé même lorsque l'accident est vraiment un accident grave comme on le dit. Donc de façon générale, je salue cette initiative et cette décision du gouvernement et que j'appelle à tous les citoyens de comprendre et d'internaliser cette attitude pour leur bien-être. Pour assurer la sécurité des citoyens, donc je crois que c'est une bonne décision que l'État a prise. Donc vraiment, nous souhaitons d'autres mesures encore qui puissent renforcer cette décision. Oui, nous remercions vraiment l'État de sa prise de décision. Vraiment que c'est bon déjà pour la population déjà, et côté sécurité, et puis tout ça c'est fait juste pour la population, c'est pas fait pour vexer qui que ce soit ou un problème autre que ça, mais tout ça, ce que j'aurais compris, l'État a essayé vraiment d'innover dans la matière, vraiment, et je suis vraiment content pour ça et je les exhorte encore à continuer plus sur ces actions. Quand ce qui concerne la ceinture, moi j'ai été victime, moi j'aurais aimé qu'on prenne un temps pour sensibiliser les gens. Bon, la loi c'est la loi, on la respecte, mais quand même, je crois qu'on aurait pu même en amont prendre un temps pour sensibiliser. Puis c'est un réflexe. Ces réflexes-là ne viennent pas en un jour. Mais sinon, moi j'approuve. Dans la manière de la pratiquer, il faut faire un peu de discernement et beaucoup plus privilégier la sensibilisation plutôt que le gain. Du 26 au 30 septembre dernier, en Guinée-Conakry, s'est tenue la 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre de l'Afrique, Tizokata, au tournoi auquel le Niger a participé et a remporté 2 médailles. Détail avec Abdrazak Léo et Chebou Guisso. 2 médailles, une en or, une en argent, ramenées respectivement par Moussa Sahirou et Salissou Ibrahim lors du dernier tournoi international des zones ouest et centre de l'Afrique, Tizokata, qui correspond à la 10e édition. Un tournoi auquel 10 pays ont été invités, 7 ont répondu présents. Dieu merci, on est parti avec 2 athlètes, comparativement à d'autres pays qui ont été avec une dizaine d'athlètes par avion. Nous, on a été avec 2 athlètes par voie terrestre et alhamdoulilah, ils sont revenus en tout cas avec 2 médailles parce que la finale entre leurs catégories s'est passée entre Nigériens et Nigériens. Donc c'est vraiment une prouesse à saluer. Une belle moisson, certes, remarquée sur les 2 archers que le Niger a amenés. Les 2 ont rapporté des médailles, mais que ce fut difficile de s'y rendre. Effectivement, les difficultés ne manquent pas, je viens de le dire tantôt. Non seulement pour aller en Guinée-Conakry, le frais de transport par personne fait 110 000. Donc nous avons écrit effectivement au ministère, nous avons présenté un budget au ministère. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. On était obligé de se débrouiller pour faire participer ces jeunes-là. Et là aussi, c'est par voie terrestre, ce qui n'est pas convenable pour des représentants. Ils ont fait 4 jours aller, 4 jours retour. Pour les archers qui ont ramené ces 2 médailles et qui ont fait retentir l'hymne du Niger en terre guinéenne, c'est une vraie fierté et un sentiment du devoir accompli. Je suis très heureux parce qu'il y avait 7 pays qui ont participé et dans ces 7 pays-là, le Niger a été premier. Je suis vraiment fier et je suis content et on souhaite vraiment dans l'avenir faire plus. Une fierté pour moi de revenir au pays avec une médaille. Ça a été toujours le cas avec moi. Quand je sors, je reviens avec une médaille. La dernière fois, c'était à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et j'avais eu 2 médailles. Une médaille en argent et une médaille en bronze. Et c'était l'année passée, en 2017. Et cette année, en 2018, on a été en Guinée, à Conakry plus précisément. J'ai eu une médaille d'argent, donc ça veut dire 2e place. Je suis vraiment très content parmi tant de pays et avoir une médaille
revenir au pays avec une médaille, c'est vraiment une fierté pour moi. Je suis vraiment très content et j'espère avoir plus aux prochaines compétitions, Inch'Allah. La Fédération nigérienne de tir à l'arc lance un appel à qui de droit pour avoir un regard plus clément à l'endroit de cette discipline qui arrive toujours à hisser haut les drapeaux de notre pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.